Nous remercions notre permanent du vendredi, Marc-Gabriel Draghi, comme Claude Janvier le lundi, comme Sylvain Ferrat le mardi, comme Finn Andren le mercredi, comme Oscar Freisinger le jeudi. Et Marc-Gabriel Draghi le vendredi. Il y a toutes les écoles de pensée dans les matinales de géopolitique profonde et on est très heureux de retrouver maintenant, nous l'avons déjà, vous le connaissez, chers internautes, vous l'avez vu dernièrement sur un plateau de Mike Borowski, eh bien c'est Jean-Yves Le Gallou, ancien député européen, haut fonctionnaire, fondateur de Polémia, qui est avec nous dans cette matinale. Bonjour, cher Jean-Yves, et bienvenue. Bonjour. On va peut-être commencer par ce par quoi normalement on termine dans ces entretiens, dans ces grands entretiens. Nous avons la chance d'avoir Bernard Monod par la suite, deux anciens députés européens et de haut niveau, l'un comme l'autre. Eh bien, peut-être par votre actualité, parce qu'elle m'intéresse, parce qu'elle va me permettre de développer des questions sur ce sujet avec vous. C'est les Bobards d'or, je crois, en mars de cette année. Vous avez Jean-Yves Le Gallou, avant tout le monde et avant que les mainstream parlent de fake news concernant les médias alternatifs. Vous avez pointé du doigt bien avant que les principaux producteurs de fake news, alors vous êtes bien sûr pour la francophonie, donc vous évitez ces affreux anglicismes, mais les bobards, eh bien, ils viennent souvent du mainstream, justement, de la presse de grand chemin. Oui, alors nous avons créé la cérémonie des Bobards d'or qui vise à récompenser les meilleurs des informateurs, les journalistes qui montent le mieux au service du politiquement correct. Il y a maintenant 16 ans. Le bobard, ça vient du mot bobo, bobo, pas bobo des quartiers, mais bobo, B-E-B-E-A-U. Et c'est un vieux nom français pour parler, désigner tout ce qui est fausses nouvelles, désinformation. Et il est évident que les médias de grand chemin nous régalent pratiquement tous les jours par différentes formes de mensonges. Je dois dire d'ailleurs que par rapport à la création de cette cérémonie, il y a maintenant 16 ans, la situation a un petit peu changé parce qu'il y a 16 ans, on avait des cas particuliers, des bobards assez drôles qui étaient plutôt des erreurs. Aujourd'hui, on est dans le bobard absolument systémique, c'est-à-dire le même mensonge se répand comme une traînée de poudre sur l'ensemble des médias de grand chemin. Le mensonge étant ensuite démenti peut-être, mais vous savez ce que c'est, le démenti, c'est le centième de l'information initiale, et donc dans l'esprit des gens, eh ben, le bobard reste en place, et c'est un élément absolument central de la propagande du régime actuel. Et tout ça est traité toujours avec humour. Je me souviens des dessins terribles et ravageurs de mon ami David Miège sur une des premières cérémonies auxquelles j'avais assisté, justement, des Bobards d'or, où est remis évidemment le Bobard d'or. C'est une habitude, d'ailleurs, de votre famille politique de décerner. Il y a des prix Lysenko aussi, il y a tout un tas de choses comme ça dont on s'amuse beaucoup pour dire justement le côté menteur. À l'époque, à une longue époque, c'était ceux qui étaient visés, évidemment, c'était l'ancien bloc de l'Est, c'était les soviétiques, les communistes. On a l'impression qu'il y a une inversion d'épaule aujourd'hui, comme a pu le dire à un moment donné votre ami Yvan Blot. Oui, alors il y a une inversion des pôles, mais c'est quand même le même esprit totalitaire qui règne. Vous signalez, vous parlez du prix Lysenko qui avait été créé effectivement par le Club de l'Horloge et qui récompensait en quelque sorte la désinformation scientifique. Eh bien, si vous voulez, on voit aujourd'hui que le wokisme est tout à fait dans le même esprit que ce que pouvait dénoncer le prix Lysenko. Je pense notamment, Lysenko c'était un biologiste soviétique qui niait l'hérédité. Eh bien, vous voyez aujourd'hui que les wokistes
ni la différence entre les hommes et les femmes. J'entendais récemment sur France Info un grand reportage sur les jeux pour enfants et ils n'arrivaient pas à comprendre pourquoi les jeux pour enfants restaient différents et pourquoi les garçons préféraient certains jeux plutôt que d'autres jeux. Et l'idée qu'il puisse y avoir à l'origine une différence biologique, à savoir que les garçons sont XY et que les filles sont XX et que ça amène une modification dans leur morphologie, dans leur production d'hormones et que ceci a évidemment des conséquences, y compris dans le choix des jouets, ça ne leur venait pas à l'esprit. Pour l'anecdote et pour plaisanter un petit peu, Oui, il y a même eu des études sur les jeunes chimpanzés, les enfants chimpanzés, et on voyait que les petites filles chimpanzés préféraient les poupées et les petits garçons chimpanzés préféraient les voitures. Voilà, vous voyez. Donc, c'est pas seulement propre à l'espèce humaine, mais de même que Lysenko, le biologiste officiel de Staline, niait la réalité de la biologie, eh bien, nos amis wokistes, dans les médias de grand chemin et dans toutes les associations infiniment subventionnées par les contribuables, sont sur la même logique. Il y a une certaine continuité. Alors, votre actualité, je crois que c'est le 8 mars ou quelque chose comme ça. C'est le lundi 10 mars. C'est le lundi 10 mars à 19h30, salle Athènes Service, 8 rue d'Athènes à Paris. Il faut s'inscrire parce que la salle n'est pas très grande. Contrairement à des années précédentes où nous avions un théâtre, mais qui nous a été retiré par les pressions de l'extrême gauche. Et puis un théâtre, c'est subventionné, donc c'est pas indépendant. Donc ce n'est pas une salle très grande, donc j'invite à aller sur la billetterie pour réserver ses places dès maintenant. Il y a déjà des nominés pour le Bobard d'Or, non? On n'en a pas connaissance déjà des nominés? Alors non, on n'a pas encore connaissance des nominés, mais il y aura 4 thèmes principaux qui seront abordés. Il y aura le bal des experts, où nous allons regarder ce qui s'est dit sur la scène internationale de sottises, de grandes sottises à la fois sur l'Ukraine et sur les élections américaines. Alors effectivement, on peut envisager parmi les nominés le général Yakovlev, qui a eu quand même un nombre de sottises à son actif tout à fait remarquable. On peut penser aussi à Laure Mandeville du Figaro qui s'est illustré lors de l'élection de Trump, ou un autre journaliste du service public. Là, il y a effectivement d'assez bons candidats. Ce sera le premier thème. Et puis, il y aura les bobards catophobes, où là, les journalistes ont été en forme olympique. Hein. Vous vous souvenez la manière dont a été présentée, de manière contradictoire d'ailleurs, la cérémonie d'ouverture avec la scène tout à fait particulière, et les journalistes ayant dit « mais non, mais s'étant d'abord félicité au fond de ce geste audacieux et blasphématoire, avant de dire « mais non, pas du tout, ça n'a rien à voir, c'était le festin de Bacchus ». Et puis, on va traiter, c'est un peu plus sérieux, c'est un peu plus douloureux, je vais dire, ce qu'on appelle les sales bobards, c'est-à-dire les bobards qui visent à salir les victimes. Vous savez qu'il y a un certain nombre de jeunes hommes, comme Matisse par exemple, ou d'autres, qui ont été victimes, ou Thomas, qui ont été victimes de francocide. Eh bien, les médias de grand chemin ont cherché à salir les victimes, cherché 2 choses, cacher l'origine des auteurs des crimes et salir les victimes. C'est particulièrement déplaisant, vraiment. Là, ça fera peut-être un peu moins rire parce que c'est plus triste. Et puis, nous aurons aussi une petite séquence consacrée à l'ARCOM qui sera traitée par Éric Morillo. On aura aussi parmi nos participants l'influenceuse Erga. Voilà, on aura aussi du retour
du commentaire un petit peu intellectuel. Voilà, on aura Charles d'Anjou aussi d'Omerta, Michel Geoffroy de Polémia. Voilà, il y aura un échange, il y aura une mise en perspective de ces bobards, puisque évidemment, ils correspondent à une fonction essentielle qui est d'assumer la propagande du système. Merci Jean-Yves Le Gallou. On peut peut-être ajouter, parce qu'en plus c'est l'actualité avec C8, le rôle tout à fait délétère de l'Arcom, si vous voulez bien développer justement cet aspect-là. Oui, alors, si vous voulez, l'Arcom, c'est assez extraordinaire. Il faut savoir deux choses très importantes pour l'Arcom. Son directeur, son président actuel est M. Adjari, qui est un militant socialiste, qui a été de longues années directeur des marchés ou des achats à France Télévisions. Il a d'ailleurs été condamné au pénal pour ce qu'il faisait à cette époque-là, ce qui ne l'a pas empêché ensuite d'être nommé à la tête de l'Opéra de Paris, où il a surtout agi en faveur de la, entre guillemets, diversité, puisqu'il a fait passer comme danseur étoile un homme qui n'avait pas le cursus complet pour le devenir, mais qui a l'avantage d'être africain. Et donc, ça a été la politique de M. Adjari, ou Adjari, je ne sais plus, à la tête de l'Opéra de Paris. Il est évident qu'il va faire la même chose à la tête de l'Arcom, qui est un organisme non pas de régulation de la communication, mais de répression de la libre communication. Et puis, vous avez le directeur général de l'Arcom, M. Alban de Nervaux, qui est un conseiller d'État qui a pour caractéristique d'être très proche de Soros, puisque sa femme est la directrice générale d'une association immigrationniste financée par Soros. Voilà. Faut savoir quand même que ces deux charmantes personnes qui sont très favorables à la diversité le sont un peu moins pour leurs enfants qui scolarisent dans une école très chic du beau 17e et non pas au milieu de la diversité qu'ils imposent aux autres, à la fois dans les petites villes de province et à la télévision via l'Arcom. Voilà les gens qui dirigent. On avait ces bels exemples. Il ne faut pas cesser de dénoncer. Alors, c'est une officine qui, en plus, coûte très cher. 50 millions d'euros par an. Ils sont plusieurs centaines. Et ceux qui font le travail de police politique sont particulièrement venimeux. Ils ont d'ailleurs été décrits par le journaliste Jules Torres, qui s'est trouvé à côté d'eux à table et qui a dit à quel point ils se réjouissaient d'avoir fait leur boulot, leur sale boulot, à savoir éliminer C8, qui était la première chaîne sur la TNT, appréciée de millions de téléspectateurs. Alors on peut apprécier ou non les émissions de C8, on peut apprécier ou non les émissions de M. Hanouna, mais moi, je regardais pas, ça fait partie de la liberté d'expression. C'est ça. Oui, c'est ça. Moi, j'avoue que C8 n'était pas une chaîne que je regardais, mais en tout cas, il y a des millions de personnes, donc évidemment. J'ajoutais par rapport à nos éminences, eh bien, les ministres qui ont donné de beaux exemples aussi, ministre de l'Éducation nationale, que ce soit Pape Ndiaye, que ce soit Oudéa Castéra, qui mettaient leurs enfants dans les meilleures écoles, écoles alsaciennes ou autres, et bien loin du service public. C'est une habitude. Oui, alors si vous voulez, c'est la grande hypocrisie. Moi, quand je discute avec des gens de gauche, je pose assez rapidement la question de l'endroit où ils habitent et de l'endroit où ils scolarisent leurs enfants. Et en général, je ne suis pas déçu. J'ai vu récemment, il m'arrive d'avoir de mauvaises fréquentations, une journaliste de Libération et un journaliste du Monde. J'ai demandé à la journaliste de Libération, qui a été très honnête, qui m'a dit qu'elle scolarisait ses enfants dans le privé. Mais c'est une bonne journaliste, il n'y en a pas beaucoup à Libération, mais celle-là l'est. Et un journaliste du Monde
qui m'a dit qu'il les scolarisait avec la diversité dans le 18e, etc. Bon, je dis très bien, on en reparle dans 5 ans. Voilà. Parce que là, il y a une contradiction fondamentale. Quand l'intérêt de leurs enfants sont en cause, les gens jettent par-dessus bord leurs orientations idéologiques. Moi, je dois dire, je suis assez choqué parce que si les gens qui votent avec leurs pieds, en déménageant ou en déplaçant leurs enfants d'école, votaient aussi avec leurs mains depuis 10 ans, depuis 20 ans, depuis 30 ans, on n'en serait pas là en France aujourd'hui. Est-ce que vous pensez, et puis on va arriver à ce qui a été là dernièrement aussi votre actualité judiciaire, si j'ose dire, il faut quand même le faire, mais qu'est-ce que vous pensez du fait qu'aujourd'hui on criminalise de plus en plus les opinions, les délits d'opinion, et même le délit de presse. Même le délit de presse, maintenant, on arrête dans la rue des personnes pour aller les mettre en garde à vue pour ce qui est considéré comme des délits de presse. Alors, si vous voulez, il y a effectivement il faut être un peu technique. Vous avez raison de souligner cela. Le droit a évolué. Le droit de la presse, c'est-à-dire tout ce qui, au fond, concernait le délit d'opinion, relevait du délit de presse, et le délit de presse ne permettait pas, notamment, la garde à vue. Bon. Il se trouve que les lois ont évolué de deux manières. La première manière, c'est qu'on a sorti du droit de la presse pour mettre dans le code pénal les infractions au regard de, entre guillemets, la haine ou la discrimination. Sachant que la loi Pleven, votée en 1972, prévoyait 5 incriminations. Aujourd'hui, elle en prévoit une trentaine. Et on en rajoute tous les ans, puisqu'il y a même une loi, voyez-vous, on est concernés l'un et l'autre, mais il y a même une loi qui a été votée contre la discrimination capillaire. Alors, elle n'est pas encore en application parce qu'elle n'a été votée qu'à l'Assemblée nationale à la demande d'un député antillais qui voulait protéger les rastas, ce qui n'est pas notre cas, de la discrimination. Mais il a dû reconnaître, oui, mais les chauves seront aussi protégés. Donc, vous voyez, on a 30 discriminations, mais sauf que ces discriminations, elles sont dans l'ensemble assez floues. L'appel à la haine, qu'est-ce que c'est ? C'est un sentiment, la haine, peut-être pas un bon sentiment, c'est un sentiment comme l'amour. Et donc, aujourd'hui, ceci est criminalisé. Donc, effectivement, il y a la possibilité de la garde à vue, voire de la saisie d'ordinateur, etc. Bien. Donc, ça, c'est une régression totale des libertés. Et puis, il y a une loi aussi qui a été votée contre le harcèlement en ligne et qui, elle aussi, étend les possibilités de répression et de garde à vue. Et il y a une loi qui, elle, n'a pas encore été votée de manière définitive, uniquement à l'Assemblée nationale et pas encore au Sénat, j'espère qu'elle ne le sera pas au Sénat, qui prévoit non pas seulement la criminalisation des propos publics, mais la criminalisation des propos privés, c'est-à-dire ceux que vous pouvez tenir au restaurant d'entreprise, au bureau, dans la famille, voire dans la chambre à coucher. Voilà. Donc, on a une extension du domaine de la criminalisation. Je dois dire que ça choque beaucoup les Américains, et notamment le vice-président Vance, le vice-président Vance vient, pas plus tard qu'hier, faire des remontrances à M. Keir Starmer, l'ignoble Premier ministre travailliste anglais, qui a mis en prison 500 patriotes, beaucoup pour délit d'opinion, parfois uniquement pour délit d'opinion. On a fait débarquer la police à 6 heures du matin, comme en Allemagne aussi d'ailleurs, et comme on le fait aussi parfois en France, pour du délit d'opinion, pour du tweet. Et moi-même, j'ai été poursuivi, vous faites allusion, je suis passé à la 17e chambre correctionnelle en février, le 18 février dernier, pour deux tweets. À travers nos émissions, on essaie de vous fournir le meilleur de l'actualité sans langue de bois. Malheureusement, YouTube est notre limite.
C'est pourquoi avec notre équipe d'experts, on passe à la vitesse supérieure à travers notre revue mensuelle. De l'économie à la politique en passant par les domaines scientifiques, on vous livre des analyses inédites sans aucun tabou en version papier et livrées à votre domicile. On s'évertue à être cohérent dans notre démarche d'émancipation financière et intellectuelle, et c'est pourquoi on veut vous accompagner devant comme derrière l'écran grâce à notre lettre confidentielle.